Alors, quelle information documentée? Maintenant, on part de la partie ISO 14001 et j'ai dressé de la même façon un ensemble de tableaux pour énumérer l'ensemble des informations documentées nécessaires par la norme ou bien pour assurer le bon fonctionnement du système. Et on va trouver presque la même chose avec les ISO 9001 et avec quelques modifications, quelques spécifications par rapport à l'environnement. Alors, le 4.3, le domaine d'application, donc c'est toujours la même chose. Le domaine d'application doit à jour sous forme d'une information documentée et doit être disponible vis-à-vis à des parties intéressées. Ah, là, ça diffère un petit peu par rapport à l'ISO 9001. Pourquoi? Parce que votre domaine d'application doit être disponible à des parties intéressées. Et dans les parties intéressées, par rapport à l'environnement, il y a généralement la commune, il y a les associations, il y a les médias, et qui peuvent avoir accès à votre domaine d'application de votre système de management. Le 5.2, la politique environnementale doit être un jour sous forme d'une information documentée. Pourquoi? Parce que ça est communiqué, mais à la disposition des parties intéressées. Et ici, il y a une petite particularité par rapport à ISO 9001, donc c'est le 6.1.1. Donc le 6.1.1, l'organisme doit tenir à jour des informations documentées sur les risques et opportunités qu'il est nécessaire de prendre en compte et bien sûr les processus nécessaires en 6.1 à 6.4, que nous allons voir la suite, dans une mesure suffisante pour avoir l'assurance qu'ils sont réalisés comme prévu. Effectivement, il faut définir les processus, il faut définir les risques et les opportunités et il faut documenter tout ça. Dans le 6.1.2, l'organisme doit tenir à jour des informations documentées sur ses aspects environnementaux et les impacts environnementaux associés. Alors maintenant, ici, on est principalement dans le management environnemental. Et pour répondre à cela, l'organisme doit mettre en place une procédure pour démontrer, pour déterminer comment on évalue, on identifie l'ensemble des aspects environnementaux et comment on évalue les impacts environnementaux associés. C'est-à-dire qu'il faut commencer par l'exigence, première exigence de la norme ISO 14001 en matière de l'analyse environnementale, c'est ce qu'on appelle la PCV, c'est-à-dire la perspective cycle de vie. Il faut prendre en considération depuis l'extraction des matières premières jusqu'à l'élimination finale des déchets de votre produit. Et dans chaque étape, il faut voir là où vous avez la maîtrise et là où vous avez l'influence, et vous allez identifier l'ensemble des aspects environnementaux, les impacts environnementaux. Donc, il faut qu'il y ait une procédure et il faut qu'il y ait un formulaire. Le formulaire, c'est quoi? C'est pour identifier l'ensemble de vos étapes d'organisation depuis l'acquisition des matières premières, l'extraction des matières premières jusqu'à l'élimination du produit final. Et à chaque étape, il faut définir quels sont les aspects environnementaux. Et pour chaque aspect environnemental, il faut définir quels sont les impacts environnementaux. Et pour chaque impact environnemental, il faut définir quels sont les critères d'évaluation pour statuer est-ce que c'est un impact environnemental significatif ou non significatif. Dans le 6.1.2, il y a les critères utilisés pour déterminer les aspects environnementaux significatifs. Effectivement, dans quelle mesure je veux dire qu'un aspect environnemental est significatif ou non. Donc, il faut définir les critères sur une information documentée. Et bien sûr, ces aspects environnementaux significatifs, c'est-à-dire qu'il faut ressortir de votre analyse environnementale vos aspects environnementaux significatifs sous forme d'informations documentées. Dans le 6.1.3, l'organe doit tenir à jour des informations documentées sur ses obligations de conformité. Effectivement, lorsqu'on parle des obligations de conformité, c'est toutes les obligations exigées par la législation et la réglementation du pays concerné, comme par exemple au Maroc, c'est la réglementation et la législation marocaine, et dans les pays d'Afrique, c'est propre à chaque pays. Pas uniquement ce qui est légal et réglementaire, mais ce qui est aussi venant des parties intéressées. Et lorsque vous avez des parties intéressées et vous avez des obligations, mais des attentes sur lesquelles vous vous mettez d'accord, que vous avez acceptées, alors là, ça devient des obligations de conformité. Il faut qu'ils soient mises sous forme d'informations documentées pour s'assurer que vous êtes toujours en conformité avec ces obligations de conformité.
Dans le 6.2.1, l'organisme doit tenir à jour des informations documentées sur les objectifs environnementaux. C'est la même chose que la qualité. Il faut définir les objectifs, que ce soit dans un document à part ou dans un document combiné avec la qualité et la sécurité, et ça devient un objectif. L'objectif, c'est quoi? C'est de pouvoir avoir une information documentée capable d'être partagée par les personnes qui sont concernées à l'atteinte de ces objectifs environnementaux ou les personnes dont les activités peuvent impacter négativement l'atteinte des objectifs environnementaux. Le 7.2, l'organe doit conserver des informations documentées appropriées comme preuve des 10 compétences. Effectivement, toutes les actions relatives aux compétences. Et ici, dans le 7.2, ce sont les compétences en relation avec le management environnemental. Ça veut dire les activités qui sont liées aux impacts, aux aspects environnementaux significatifs. Donc, il faut que les personnes qui les détiennent aient un certain nombre de compétences et il faut la preuve comme quoi ils disposent de ces compétences. Donc, c'est quoi? C'est le dossier du personnel qui est conservé chez le RH. Le 7.4.1, l'organe doit conserver les informations documentées comme preuve de ses communications de façon appropriée. Donc, dans le 7.4.1, on est dans la communication interne et communication externe. Et dans cette partie-là, il y a tout ce qui est relatif le plan de communication principalement. Donc, l'élaboration du plan de communication, qui communique, à qui communiquer, quand communiquer, comment communiquer, et à qui communiquer, et bien sûr, en fin de compte, qui communique. Tout ça, il faut qu'il soit bien défini et il faut qu'il y ait une preuve pour la conservation. Le 7.5, c'est la partie information documentée, c'est-à-dire depuis la création jusqu'à la conservation et l'élimination finale. La partie 8.1, l'organisme doit tenir à jour des informations documentées dans une mesure suffisante pour avoir l'assurance que les processus ont été réalisés comme prévu. Donc ici, on est dans la planification et maîtrise opérationnelle. Ça veut dire que ce que je vais produire comme produit aux prestations, quels sont ces aspects environnementaux et ces impacts environnementaux, et qu'est-ce que je dois mettre en œuvre pour réaliser mon produit tout en préservant l'environnement. Et ça, c'est la partie information documentée qu'il faut laisser. Généralement, qu'est-ce qu'on trouve comme information documentée? Il y a ce qu'on appelle les instructions de travail. Ce sont des procédures de production et qui contiennent des instructions de travail qui sont liées aux aspects environnementaux. Par exemple, vous avez par exemple un produit, une production par exemple, dans le cas d'une production, soi-disant par exemple, prenons le cas de matière alimentaire, un produit alimentaire donné. Et ces produits alimentaires, on utilise des eaux de lavage, on lave pour éliminer le résidu des insecticides. Et lorsque cette eau elle est mélangée avec ces insecticides, donc ça devient une eau qui est polluée, qui n'est impropre pour la jeter dans le milieu naturel. Donc, dans la production, on doit définir des ratios. Combien de litres d'eau par rapport aux tonnes de produits pour assurer quelles sont les valeurs de contrôle telles que le pH, bien la conductivité ou autre analyse chimique, quelles sont les valeurs limites tolérables pour rejeter le produit, les fluions liquides. Et vous avez l'instruction de travail. Si, par exemple, vous avez une eau qui est très acide, il faut ajouter, par exemple, la chaux pour corriger le pH. Si vous avez une eau qui est très basique, il faut ajouter un produit qui va ramener le pH vers un pH 7, neutre. Tout ça, ce sont des instructions de travail qu'il faut mettre en place pour assurer que vous faites votre produit, mais vous n'altérez pas l'environnement. Dans le 8.2, l'organisme doit tenir à jour des informations documentées dans une mesure suffisante pour avoir l'assurance que le ou les processus sont réalisés comme prévu. Alors ici, on est dans la partie préparation et réponse aux situations d'urgence. Effectivement, si jamais votre produit il peut générer des impacts environnementaux significatifs,
Et à ce moment-là, il faut avoir déjà mis en place une préparation pour répondre à ces déviations qui peuvent altérer l'environnement. Par exemple, vous avez une fuite ou un déversement accidentel d'un produit chimique, ça c'est possible. Donc, qu'est-ce que vous allez prévoir pour assurer la réponse, pour assurer de limiter l'impact sur le sol? Vous avez par exemple une production d'un gaz qui peut générer une fuite. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour répondre convenablement en cas de fuite, pour maîtriser et limiter les impacts sur l'environnement? Tout ça, il faut qu'il soit bien défini. Dans le 9.1.1, l'organisme doit conserver des informations documentées pertinentes comme preuve des résultats de surveillance, de mesure, d'analyse et d'évaluation. Et alors là, on est dans la surveillance, mesure, analyse et évaluation. Effectivement, chaque fois que vous êtes en face d'un impact environnemental qui est normalement lié à un aspect environnemental significatif, qui est lié à une activité donnée, donc il faut que ce soit qu'il y ait une surveillance. Et il faut déterminer qu'est-ce qu'on va surveiller. On va surveiller par exemple le pH, on va surveiller la conductivité, on va surveiller une teneur d'un gaz donné, par exemple le CO2, le CO, H2S, le HF, indépendant en fonction de nature. On peut surveiller aussi les émanations de poussière, on peut aussi les odeurs, tout ça, il faut qu'il y ait une surveillance. Et parfois, on passe à la mesure. Il faut mesurer. Donc, la surveillance seule, parfois, n'est pas suffisante. Il faut passer à une mesure. Donc, il faut avoir des instruments de mesure. Les instruments de mesure, il faut qu'ils soient étalonnés. Et une fois que la mesure est là, il faut passer à une analyse. Pourquoi nous avons ces valeurs qui sont aberrantes? Pourquoi il y a des valeurs qui dépassent les valeurs limites? Et cette analyse, il faut y avoir une évaluation après. Alors, si il n'y a pas d'informations documentées sur la surveillance, sur la mesure, est-ce qu'on aurait la possibilité de faire une analyse? Ce n'est pas possible. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut commencer par définir qu'est-ce qu'il faut surveiller, qu'est-ce qu'il faut mesurer, à quelle fréquence il faut mesurer, par quel instrument il faut mesurer, qui va assurer la mesure, sur quelle information documentée on doit noter les résultats de la mesure. Quand on va communiquer ces résultats de la mesure, il faut qu'il soit défini. Qui va faire l'analyse pour statuer est-ce que c'est conforme ou c'est pas conforme, est-ce que c'est bon, c'est pas bon. Et bien sûr, il va nous donner une évaluation du processus. Tout ça, c'est grâce aux informations documentées, au reporting, bien sûr, à la communication des informations documentées, à leur diffusion, qu'on peut maîtriser des aspects environnementaux significatifs. Dans le 9.1.2, l'organisme doit conserver des informations documentées comme preuve due ou des résultats d'évaluation de la conformité. Effectivement, la conformité à l'ensemble des exigences que l'organisme a identifiées ou sur lesquelles il s'est mis d'accord avec les parties intéressées. Alors, pour assurer l'évaluation de conformité, sur quoi on est conforme? Par exemple, vous avez une législation qui vous oblige ou bien qui définit les valeurs limites de rejet, que ce soit d'un gaz, ou que ce soit d'un rejet liquide, ou que ce soit des produits chimiques comme le déchet solide, et vous avez à évaluer est-ce que vous êtes conforme ou non. L'essentiel dans la norme, dans cette phase-là, c'est qu'il faut garder les informations documentées comme preuve que vous avez fait l'évaluation de la conformité. Et est-ce que vous êtes conforme ou non? Et pas uniquement ça, mais qu'est-ce que vous avez mis en œuvre pour assurer la conformité d'une façon continue? C'est ça l'essentiel. La même chose dans la partie 9.2.2, l'organe doit conserver des informations documentées comme preuve de la mise en œuvre des programmes d'audit et des résultats d'audit. C'est la même chose que la qualité, sauf que ici, la norme qui sera utilisée, c'est la norme ISO 14001 comme critère d'audit. Les auditeurs qui vont faire les audits, ils doivent être des auditeurs formés sur la norme ISO 14001 et sur l'audit des systèmes de management environnemental, et que le programme d'audit doit être axé sur les activités qui peuvent engendrer, entre autres, des impacts environnementaux significatifs. Et comme ça, on est dans la recherche de la maîtrise et de l'amélioration grâce aux audits.
Le chapitre 9.3, l'organisme doit conserver des informations documentées comme preuve des éléments de sortie des revues de direction. Effectivement, dans la revue de direction, il y a les éléments de sortie, ce sont généralement des décisions émanant de la direction. Suite à quoi? Suite à la présentation de l'ensemble du fonctionnement du système, ça veut dire l'ensemble des processus, le fonctionnement des processus définis, l'atteinte des objectifs, la conformité ou la conformité aux exigences identifiées, l'adéquation des ressources. Tout ça, il faut qu'il soit présenté à la direction et la direction, en fin de compte, va prendre des décisions relatives à l'efficacité du système de management, à la mise à disposition des ressources et à la décision sur les opportunités d'amélioration. Tout ça, il faut qu'il soit conservé comme élément de sortie de la revue de direction. Mais, comme j'ai expliqué tout à l'heure, les éléments qui ont permis à la direction de prendre ces décisions, ce sont les éléments d'entrée. Et il est préférable de les conserver, même si ce n'est pas une exigence normative. Alors, la plupart des entreprises, ils conservent les éléments d'entrée. Pourquoi? Parce que c'est une preuve sur la prise de décision. Le 10.2, l'organisme doit conserver des informations documentées comme preuve de la nature des non-conformités et toute action menée ultérieurement, des résultats de toute action corrective. C'est la même chose que ce qu'ils ont fait pour la qualité. Même chose. Alors, d'ici, on a commencé par les deux systèmes, le management de la qualité et le management de l'environnement, et on a trouvé qu'il y a certaines choses qui sont spécifiques au système et il y a certaines choses qui sont communes. Et tout ce qui est commun ou bien similaire, on peut l'intégrer dans une même information documentée. Comme par exemple, les éléments relatifs aux non-conformités et aux actions correctives. Donc, au lieu de mettre des non-conformités, une information documentée pour les non-conformités qualité, et une autre pour la non-conformité environnement, et une autre pour la sécurité, on peut mettre sur le même support information documentée et on va cocher sur les trois cases. Est-ce que ça concerne le système de management qualité? Est-ce que ça concerne le SME, système de management environnemental, ou est-ce que ça concerne le système de management de la sécurité? Et après, on va définir la non-conformité, le lieu de la détection, qui a été détecté, par qui elle a été détectée, quel est son impact et quelles sont les actions à mener pour maîtriser cette non-conformité. Même chose pour la partie revue de direction. On peut mener une revue de direction pour les trois systèmes et ressortir un seul support, une seule information documentée sur les éléments d'entrée et sur les éléments de sortie. Alors là, c'est pour vous dire que la norme, elle est venue dans sa version 2015 et la version 2018 pour la 45001 pour alléger le système documentaire et pour rendre les informations documentaires qui sont mises en œuvre par le système et sont des informations documentées qui ont une valeur, qui ont une raison d'être, pas uniquement créer une information documentée comme ça bêtement pour qu'il soit conservé nulle part et ne consulté par personne. Ça n'a aucune valeur ajoutée. Donc, il faut se concentrer sur toutes les informations documentées nécessaires au bon fonctionnement du système et qui vont statuer sur la conformité par rapport aux exigences normatives.